Mesdames, Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier à la fois la CCI, le TGI et l'illustre Jean-Baptiste Crabière pour l'organisation de cet événement. Alors, le débat auquel vous allez assister, et bien entendu participer, comme il a été souligné, n'est pas un débat comme un autre. Ce n'est pas un vulgaire débat de dîner familial au cours duquel chacun se limite assez maladroitement à exprimer sa propre opinion et à essayer de convaincre en parlant plus fort que les autres. C'est un débat organisé, un débat cordial, un débat animé par le simple plaisir de débattre. Comme l'a aimablement rappelé Jean-Baptiste Crabière, nous sommes, Albertine et moi, les représentants de la French Debating Association. Cette association, créée en 1994, organise le concours de débat le plus grand et le plus prestigieux de France. Chaque année, une centaine de débatteurs provenant de 20 universités et grandes écoles françaises participent à un concours de débat en anglais dont la finale se déroule chaque année à l'Assemblée nationale et rassemble plus de 500 personnes. Cette discipline nous vient de l'Angleterre. Au Royaume-Uni, il existe en effet un grand nombre de tournois de débat. Les étudiants sont divisés en équipes, se voient attribuer des motions et se livrent à une joute argumentative acharnée au cours de laquelle chaque orateur doit faire preuve d'esprit et d'humour pour déjouer les pièges que lui tendent les membres de l'équipe adverse. Car, mesdames et messieurs, ne vous méprenez pas, il y a bien un vainqueur et un vaincu au cours de ces débats. Peu importe l'opinion personnelle de chacun, l'objectif n'est jamais d'avoir raison, mais de prouver par force de conviction. En effet, il est considéré, à juste titre, que le débat est une discipline qui s'apprend. Il est possible et nécessaire d'apprendre à argumenter, d'apprendre l'écoute, d'apprendre à s'exprimer en public. Donc, quelles sont les règles de ces débats? Elles sont inspirées, comme l'a souligné Jean-Baptiste, de la procédure parlementaire britannique. Ainsi, les orateurs sont divisés en government et shadow cabinet, avec un Premier ministre et un shadow Premier ministre. Chaque orateur se voit attribuer 5 minutes, sous le contrôle direct et impitoyable de notre belle girl, la sublime mademoiselle Albertine Acno. Le débat n'est pas un monologue. Dès lors, au cours de son discours, un orateur peut être interrompu par un membre de l'équipe adverse, par un point d'information ou un point d'ordre. Un point d'information est une question qui est posée à l'orateur pendant son discours. Elle doit être brève et se pose en se levant et en étendant sa main comme ceci. L'orateur, bien entendu, est libre d'accepter ou de refuser la question, mais il est contraint d'en répondre à au moins une et préférablement deux. S'il accepte une question, sa réponse est inclue dans le minutage de son discours. Les points d'ordre, en revanche, me sont adressés directement. Ils concernent le bon déroulement du débat et visent à assurer que les règles et les principes de courtoisie et de décence soient respectés. La première et la dernière minute de chaque discours est protégée. Aucun point d'information ne peut être levé à ces instants. La fin de la première minute, et donc du temps protégé, sera signalée par notre belle girl comme ceci. Et le début de la 5e minute sera similairement signalé par le son. À la fin des 5 minutes allouées à l'orateur, vous entendrez le son. Et à partir de cet instant, l'orateur devra conclure son discours prestement. S'il ne conclut pas dans les 15 secondes, il sera pénalisé pour avoir irrité notre belle girl qui démontrera son mécontentement comme ceci. Mesdames et messieurs, ceci n'est pas un théâtre, vous n'êtes pas des simples spectateurs. Nous sommes dans une chambre dont vous êtes les membres. Loin de rester assis et silencieux, vous participerez au débat et lui donnerez vie. Si vous êtes d'accord avec ce que dit un orateur, montrez votre soutien en criant « Hear, hear ». On va essayer encore une fois, quand même. « Hear, hear ». Voilà. Si en revanche, vous êtes scandalisé par une allégation, démontrez votre désagrément en criant « Shame ». C'est bien. Les orateurs seront jugés selon 4 critères. L'argumentation, soit le contenu du discours, la présentation, soit la forme du discours,
la coopération, soit la stratégie globale d'une équipe, et enfin l'éloquence, car il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, encore faut-il savoir l'exprimer avec élégance. En somme, mesdames et messieurs, les orateurs sont invités à respecter les 3 règles de Cicéron: plaire, émouvoir, convaincre. Les règles ayant été rappelées, il m'incombe d'ouvrir ce débat. This House would institute a quota of women in the governance of companies, ou ce gouvernement rendrait obligatoire la parité dans les instances dirigeantes des entreprises. J'en appelle donc au Premier ministre du gouvernement. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, membres du bureau, belle girl qui, par votre élégance et votre prestance naturelle, guidera à merveille ce concours d'éloquence, chers amis du gouvernement et autres membres de l'opposition, cher public, merci d'être présents. Merci d'être présents en cet illustre jour, car oui, mesdames et messieurs, la volonté qui m'anime aujourd'hui, c'est de continuer à innover, de faire évoluer et de poursuivre l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens français. Alors oui, il est logique qu'une femme soit moins bien payée qu'un homme. C'est normal. Et puis, c'est dans les mœurs. Oui, il est logique que ce soit la femme qui demande un congé parental. Après tout, ces messieurs ont un travail important. Et puis, c'est dans les mœurs. Et oui, il est logique que les femmes aient moins de responsabilités au travail. Après tout, il faut rentrer, s'occuper des enfants, faire le ménage et la cuisine. C'est normal et c'est dans les mœurs. Ce discours vous laisse perplexe. C'est pourtant ce que vivent au quotidien des millions de femmes françaises. Car depuis toujours, vous l'aurez compris, c'est normal et c'est dans les mœurs. Vous pouvez vous rasseoir, madame. Mais ça, faites-moi confiance, nous allons le changer. Oui, mesdames et messieurs, et notamment ces chers députés de l'opposition, le changement, il faut le provoquer. Ne restons pas passifs face à tant d'injustice, car rester immobile, c'est être complice de cette injustice. Par conséquent, après une réflexion poussée de notre gouvernement, car oui, les politiques réfléchissent, nous avons l'honneur de vous présenter un projet de loi consistant à instaurer des quotas de 50% entre les hommes et les femmes au sein des conseils d'administration de nos grandes entreprises françaises. Car oui, aujourd'hui, le constat... Allez-y, madame. Vous pensez vraiment que c'est réfléchi ? Toutes nos décisions sont réfléchies. Car oui, aujourd'hui, le constat est alarmant, inquiétant, honteux. Une seule femme directrice dans une entreprise dans le CAC 40, de plus en plus de femmes diplômées, mais si peu récompensées, et mes ministres vous dresseront le reste du constat. Au vu de ces statistiques, nous avons décidé de prendre le sujet à bras-le-corps. Et en ce jour historique, car oui, j'ose le mot, historique, mes ministres ici présents auront l'honneur de défendre ce projet de loi avec toute la conviction et la ferveur qu'on leur connaît. Et qui de mieux pour commencer que la ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Madame Charlotte Bénard, féministe qu'on ne présente plus. Elle nous démontrera que les quotas sont utiles et surtout un outil nécessaire pour avancer rapidement sur les inégalités. Puis le ministre Rocca, brillant économiste, saura nous démontrer que cette mesure fait figure de levée de croissance pour notre économie. Puis, Madame la ministre de l'Éducation, Madame Lemoine, qui est d'ailleurs la preuve à elle seule qu'on peut être femme et compétente à la fois, ravissante et éclairée, ça, messieurs, je vous laisserai en juger. Elle dressera notamment un constat sur la place des femmes au sein d'études supérieures et abordera le fameux plafond de verre auquel elles sont confrontées. Enfin, le porte-parole du gouvernement, M. Cronier, par le poids de son éloquence, fera taire toute réticence à l'instauration des quotas. Vous pouvez vous rasseoir encore une fois, madame. Évidemment, entre ces prises de parole pleines de pertinence, s'intercaleront ces messieurs-dames de l'opposition.
Et c'est bien normal, après tout, pas question de boycott ou d'autres 49.3. Ici, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Alors, messieurs, dames, les députés de l'opposition, comme votre appellation l'indique, rasseyez-vous, madame, comme votre appellation l'indique, vous êtes ici pour vous opposer, tel est votre métier, votre glorieux métier. Mais, chers contradicteurs, chères contradictrices, je vous entends déjà vous lever, encore une fois, crier au scandale, et comme à votre habitude, vous préférerez l'immobilisme, et refuserez à inclure dans vos représentations la légitimité de ces femmes au sein des conseils de l'administration. C'est protégé, madame. Vous avez l'air de suivre, mais c'est bien. Et comme l'a dit madame Taubira, au sujet d'une évolution d'une même ampleur, vous avez tort de ne pas les inclure, car vous êtes en retard, car vos enfants et vos petits-enfants les incluent, eux, déjà dans leur représentation. Mais peut-être ne voyez-vous pas toutes ces victimes de la discrimination. Nos filles, nos femmes, nos sœurs sont toutes des sujets potentiels à discrimination. Pourquoi ces jeunes femmes françaises seraient plus enclins à devenir infirmières ou autres maîtresses d'école plutôt que de siéger au sein de conseils de direction? Alors je me tourne vers vous une dernière fois, messieurs, dames de l'opposition. Serez-vous à l'aise quand les générations futures, serez-vous à l'aise quand elles verront que vous avez fait barrage à l'égalité, barrage à la liberté et barrage à l'évolution de votre pays? Alors j'en appelle une dernière fois à votre raison. Soutenez notre mouvement, car cette loi est grande, cette loi est forte, cette loi est belle. Elle est à l'image de notre femme à tous, la France. Je vous demande donc, messieurs, dames, de voter pour ce projet de loi et je vous remercie de votre attention. Je remercie Monsieur le Premier ministre pour son discours et appelle le Shadow Premier ministre. Monsieur le chairman, monsieur le timekeeper, madame la belle girl, tout en beauté comme d'habitude, mes chers collègues, cher gouvernement qui vous êtes trompé d'idée par rapport au débat, cher public, je vous souhaite à tous une très agréable soirée. Mesdames, messieurs, laissez-moi tout d'abord vous donner quelques chiffres. 62% des femmes occupent aujourd'hui un emploi contre 55% en 1997. Depuis l'an 2000, les femmes ont obtenu les 3/4 des millions d'emplois nouveaux créés en Europe. 60% des femmes de l'enseignement supérieur dans l'Union européenne sont des femmes. Et pourtant, elles ne représentent que 16,6% des postes occupés dans les conseils d'administration. En effet, ces messieurs sont présents à 83,4% dans ces conseils et 97% d'entre eux en sont présidents. Ces chiffres éloquents démontrent bien que l'inégalité entre hommes et femmes persiste encore et toujours dans nos sociétés. C'est pour cela, chers amis faussement féministes, que nous vous rejoignons et approuvons votre objectif d'accroître la présence des femmes au sein de nos entreprises et plus particulièrement au sein des conseils d'administration de ces dernières. Nous approuvons totalement l'objectif, mais refusons catégoriquement la manière. Votre idée d'imposer des quotas est mauvaise. Oui, très mauvaise. L'obligation et la contrainte n'ont jamais été une solution fructueuse pour aucune situation. Pour exemple, il existe déjà des obligations légales en matière d'égalité hommes-femmes, au niveau de la rémunération, lors de l'embauche avec l'interdiction des discriminations, concernant l'évolution des carrières, promotion ou formation. Ce n'est pas pour autant que voilà sont respectées, elles sont même détournées. Mettre en place des lois, c'est bien. Oui, les toilettes, c'est par là-bas. Merci. Mettre en place des lois, c'est bien, mais le cœur du problème n'est pas là. Le vrai problème remonte loin, très loin. C'est la mentalité des gens qu'il faut changer. Tant chez nous, messieurs, que chez vous, mesdames. Entendez-moi bien, ce n'est pas en mettant en place des quotas dans les postes d'administration que les mentalités vont changer, que les femmes seront acceptées et surtout respectées. Bien au contraire, cela ne fera que renforcer l'idée... Oui ? Vous dites que les femmes doivent être acceptées ? Oui. Est-ce normal ? Oui, bien sûr. Oui. Bien au contraire, cela ne fera que renforcer l'idée qu'elle est inférieure à l'homme, qu'elle a besoin de lois pour s'imposer et qu'elle ne mérite pas son poste. Non, on va rasseoir. En bref, vous l'aurez compris, non.
qu'elle est pistonnée. Alors adieu responsabilité, crédibilité et pouvoir. Au-delà de ça, vos quotas, au lieu d'être des planchers pour les entreprises, seront des plafonds. Les femmes seront recrutées par obligation et non par envie ou nécessité. Le minimum requis sera fait, histoire d'échapper à la pénalité. Au revoir à la recherche... Oui. Pour vous, est-ce que les compétences ont un sexe? Non, justement. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi vous voulez instaurer des quotas. Au revoir à la recherche de compétences, bonjour à la recherche du sexe. Pour rappel, ou peut-être pour information, le seul métier pour lequel le sexe peut être un critère d'embauche reste celui d'acteur. Il ne me semble pas que nos dirigeants soient concernés, quoique cela peut parfois porter à confusion, je vous l'accorde. Alors je vous pose la question, mesdames, messieurs, vos quotas ne seraient-ils pas une sorte de discrimination envers les femmes? Discrimination positive, certes, mais discrimination tout de même. Ne se sent... Non, vous pouvez rasseoir. Ne se sentirait-elle pas rabaissée par cela? Pour répondre à ces questions, mes chers collègues et amis ici présents vont vous présenter nos pertisans... Pardon. Je reprends. Je demande le silence. Pour répondre à ces questions, mes chers collègues et amis ici présents vont à présent vous exposer nos pertinents arguments qui sauront sans aucun doute vous faire adhérer à notre cause. Laissez-moi vous présenter les membres du parti que je représente, vous l'aurez compris, l'opposition. Madame Pia, ministre républicaine, démontrera l'aberration qui réside dans l'imposition des quotas. Monsieur Martin, ministre de l'Éducation, argumentera sur notre vision pour contrer les idées reçues. Monsieur Jouan, ministre de la Famille, vous expliquera les changements nécessaires pour atteindre notre objectif commun. Enfin, Madame Guillonneau, leader d'opposition, terminera de vous convaincre au travers d'une synthèse finale plus que pertinente. Après leurs explications, même le gouvernement n'aura plus de doute sur le fait qu'il faut rejeter ce projet de loi. Merci. Je remercie le Shadow Prime Minister et le premier rang pour sa participation. Et on appelle le premier speaker du gouvernement. Monsieur le chairman, monsieur le time picker et madame la belle gueule qui par sa beauté égayera le lourd débat qui nous habite aujourd'hui, chers amis du gouvernement et amis trompés de l'opposition, chers membres du jury qui par votre sagesse ne manqueraient pas de voter pour cette loi, et bien sûr bonsoir au public en vous souhaitant une très bonne soirée. Merci tout d'abord à notre Premier ministre d'avoir introduit notre problématique d'aujourd'hui. Comme il vous l'a dit, je suis Charlotte Bénard, ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Je vous propose tout d'abord de reprendre les faits à leur émanation. Nous connaissons tous ici les valeurs de la République, celles pour lesquelles nos familles, plus ou moins lointaines, se sont battues, qui ne sont autres que liberté, égalité et fraternité. Mais qu'est-ce que la France sans ses valeurs? Qu'est-ce que votre France sans vos valeurs? Rien. Mais dans ce cas, la liberté, l'égalité et la fraternité doivent être présentes aussi bien dans notre vie familiale, mais aussi dans notre vie professionnelle. Mais est-ce vraiment le cas? L'égalité est-elle présente dans les entreprises françaises? Eh bien, j'ai le regret de vous déclarer que non. Et là est toute la problématique de notre chère France. Seriez-vous fiers de nos jours en 2016, où l'égalité est prônée partout dans le monde, où la France met en avant ce terme pour faire sa place dans le monde moderne? Seriez-vous fiers de porter des valeurs sans les appliquer? Permettez-moi d'en douter. Excusez-moi. Oui. Vous parlez d'égalité. Pensez-vous que les quotas sont une égalité? Tout à fait. Parlons du vrai problème à présent. Excusez-moi. Non, merci, vous pouvez vous rasseoir. Parlons du vrai problème, l'inégalité homme-femme. Vous savez bien que cet écart, vieux comme le monde, entre deux personnes pourtant égaux au niveau de la loi, mais dont l'équité n'est pas encore acquise, à cause d'un organe génital qui ne s'est tout simplement pas développé chez la femme. Mais nous passerons les détails. Souvenez-vous, il y a seulement 72 ans, souvenez-vous, les femmes ne pouvaient pas voter.
Trouvez-vous cela normal ? Que la France fasse encore des différences entre un homme et une femme et que rien ne change, il est temps d'en finir avec cet âge de pierre qui nous pourchasse. Il est temps d'en finir avec des mœurs archaïques et qui ne reflètent en rien l'image des Français. Nous disons stop. Mais que faire face à cela ? Se battre comme l'ont fait les féministes en 1944 ? J'estime que la France a mûri de ses erreurs. J'estime que la France mérite mieux que cela. J'estime que la France n'a pas besoin d'un peuple soulevé face à elle. J'estime que la France a simplement besoin d'un peuple soudé et prêt au changement. Et je suis persuadée... Non, merci, madame. Et je suis persuadée que le peuple français est prêt à tout mettre en œuvre pour que la France atteigne la modernité qu'elle mérite. Pour cela, nous avons choisi l'outil simple et efficace des quotas. Effectivement... Non, merci, madame. Comme l'a dit notre Premier ministre, nous souhaitons instaurer 50% de femmes, 50% d'hommes dans les conseils d'administration. C'est une honte, pensez-vous ? C'est une honte. C'est une honte car les femmes ne seront pas choisies pour leurs compétences. Mais nous sommes d'accord, c'est bien une honte. Et pourtant, c'est bien ce qu'il se passe. Notre ministre de l'Éducation, non merci madame, vous démontrera que les écoles regorgent de femmes intelligentes, pleines de talent, n'accédant pas à un poste à leur hauteur. Alors oui, nous choisissons les quotas dans un premier temps. Des quotas pour 10 ans. Oui, cela peut paraître long, mais il n'est pas facile, et vous le savez, de faire bouger les choses et de faire changer un Français, car ne nous le cachons pas, nous sommes têtus. Alors oui, 10 ans pour faire évoluer les mœurs, 10 ans où les quotas forceront les entreprises à faire appel aux compétences féminines. Non merci madame. Pour faire avancer leur entreprise. 10 ans pour faire bouger les choses. Il faut imposer pour faire évoluer. Cet outil permettra de garantir enfin que les femmes qualifiées ne seront plus privées d'accès aux postes de direction selon leur sexe. Les quotas constituent par définition une mesure temporaire visant à mettre fin à une situation d'inégalité qui s'est construite au fil du temps. Une fois l'objectif atteint, de faire changer les mentalités et de donner un tremplin aux femmes mises à l'écart jusqu'à aujourd'hui, les quotas seront supprimés. Ne pensez-vous pas que c'est le moment de corriger la sous-représentation des femmes au poste de direction ? Si vous me répondez non, je vous trouverai macho. Le temps du machisme est pour moi révolu, au même titre que la monarchie absolue. Vous m'excuserez, je suis peut-être un peu trop moderne pour l'opposition. De plus, vous me direz que les quotas pour 10 ans, d'accord, mais après ? Eh bien, après, nous instaurerons une politique incitative. En effet, s'il y a parité dans les conseils d'administration, le gouvernement s'engage à mettre en avant les entreprises qui feront ceci par le biais d'une campagne télévisée de sensibilisation ainsi qu'une réduction d'impôts sur les sociétés, ramenée à 30% au lieu de 33%, afin de promouvoir les entreprises qui ont misé sur l'évolution et non la régression. Nous ne proposons pas aujourd'hui devant vous tous une nouvelle vision possible dans 2 semaines, non. Nous n'avons pas cette prétention. Nous vous proposons un changement réel, vrai, grâce à une stratégie sur 20 ans. Par la suite, les mœurs auront changé, les Français auront évolué et l'égalité sera instaurée. Les quotas ne sont pas une fin en soi, mais un outil au service de la modernité de notre pays. Alors n'est-il pas temps de changer les codes dès maintenant, ou préférez-vous attendre encore 100 ans ? La révolution est à votre portée en votant pour ce texte. Merci de votre attention. Merci Madame le Premier Speaker du gouvernement et on appelle au Premier Speaker de l'opposition. Monsieur le chairman, monsieur le timekeeper, madame la belle girl, vous qui êtes un peu plus belle chaque jour, chers amis de l'opposition, mes amis du gouvernement qui vous trompez de voix, mesdames, messieurs, les membres du jury, remplis de sagesse, chers amis du public, permettez-moi de vous souhaiter une excellente soirée. C'est un constat bien réel. Les femmes sont sous-représentées dans les conseils d'administration. Comme de nombreux gouvernements européens, les personnes ici présentes souhaitent instaurer des quotas afin d'obtenir une plus grande mixité et combler les écarts. Mais mesdames, messieurs, où sont donc passées vos valeurs républicaines ? Ces quotas vont à l'encontre des convictions de notre pays. Que penseriez-vous si nous proposions, sur le même principe, d'imposer un quota de personnes âgées ou de personnes étrangères dans les entreprises ?
La mise en place de quotas est-elle la meilleure solution envisageable? Ouvrez les yeux. Ces quotas, qui sont censés améliorer la position de la femme, sont une discrimination envers des hommes compétents. L'instauration de ces quotas nuira à la crédibilité des femmes administratrices, qui seront considérées à un poste à cause de leur sexe et non grâce à leurs compétences et leur mérite. Oui? C'est parce que vous êtes une femme qu'on vous a choisi de parler en premier? Non. Chers amis, votre souhait est-il vraiment de rabaisser la femme? Élues grâce aux quotas, elles seront là pour figurer et faire le chiffre. Les compétences ne seront pas le critère d'embauche. Elles auront donc moins de pouvoir et seront moins respectées. Je suis convaincue que la place des femmes ne sera pas légitime et que ces quotas ne profiteront pas à celles qui le méritent le plus. Non, merci. Et si même les hommes au pouvoir se décidaient à donner de l'importance aux femmes, ce qui naturellement ne s'est pas fait, ne seraient-elles pas dans un nombre limité? Ne seraient-ce pas toujours les mêmes noms que l'on retrouverait toujours au même poste? Et pire encore, ces quotas deviendront des plafonds plutôt que des planchers. Les entreprises n'iront jamais au-delà des minimums fixés par votre loi, ou ne serait-ce que pour faire le buzz médiatique, comme c'est le cas chez Engie. Je suis convaincue que ce n'est pas avec des quotas que les mentalités vont avancer. Ils ne feront qu'augmenter l'idée que la femme est inférieure à l'homme et qu'elle a besoin de lois pour s'imposer et asseoir sa crédibilité. Depuis peu, en France, les quotas légaux de femmes figurent dans la législation électorale. Bien sûr, celui-ci est respecté, puisque la loi l'impose. Mais quelle est réellement la place des femmes? À l'Assemblée nationale, 73%. Au Sénat, 83% des femmes sont suppléantes. Suppléantes d'un homme. Est-ce vraiment ce que l'on désire? Le quota est une mesure qui suppose un positionnement par rapport à la représentation des femmes. À partir du moment où l'on parle de quota, on crée une catégorie de personnes discriminées. Il est donc très gênant, voire humiliant, pour la catégorie visée, car il la différencie complètement des autres. Le quota fait passer les femmes pour anormales, puisque les autres, les hommes en l'occurrence, n'ont pas besoin de quotas. Selon vous, comment vont réagir les hommes face à cette discrimination, les empêchant pour certains d'accéder à un poste qu'ils auraient mérité et laisser à la place des femmes prises pour leur sexe et non pour leurs compétences? Il est tout aussi légitime de se poser la même question en se positionnant du point de vue des femmes. Comment vont-elles voir leur embauche, en grande partie liée à cette politique des quotas? Oui. Vous semblez révolté de la place des femmes. Que proposez-vous? Mes collègues vont l'expliquer après. Mes collègues vont l'expliquer plus tard. Vous rendez-vous compte que ces quotas sont une entrave à la liberté de l'employeur de choisir les compétences qu'il désire intégrer dans son entreprise. Le fait de devoir choisir une personne, pas obligatoirement compétente, en raison d'un sexe imposé, peut avoir un impact négatif dans l'organisation de l'entreprise dans son ensemble. On peut alors aisément affirmer que la position de cette personne sera difficile, quelles que soient ses compétences. Ainsi, les quotas occasionneront des difficultés aux personnes qui devraient en bénéficier. Les femmes seront stigmatisées, perçues comme incompétentes et devront leur place uniquement à un privilège. Je finirai par dire que ces quotas ne modifieront pas certains des obstacles principaux des femmes face au monde du travail. Il est donc avant tout nécessaire de faire évoluer les mentalités et de changer la vision sur la femme mère de famille et sur la femme en général. Ceci afin de leur permettre une meilleure conciliation entre travail et vie familiale. Et c'est pourquoi il faut rejeter ce projet de loi. Je remercie Madame le Speaker pour son discours et on appelle le deuxième speaker du gouvernement.
Messieurs, dames, bonjour. Monsieur le chairman, monsieur le time speaker, madame la belle girl, et j'ai encore besoin de vous présenter. Un véritable rayon de soleil dans cette assemblée. Citation à l'ensemble de mon équipe, le ministère, et également à l'ensemble de l'équipe adverse. Citation aux membres du jury lesquels, par leur clairvoyance, choisiront, j'en suis convaincu, la bonne décision et voteront cette loi. Et enfin, à vous, public, bonsoir. Comme l'a mentionné Monsieur le Premier ministre, je vais vous démontrer ce que les quotas vous apporteront à notre économie nationale. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours du shadow Premier ministre et du premier speaker. De nombreux points ont été intéressants et ont été soulevés. Vraiment, je le pense. Toutefois, j'espère sincèrement que mes arguments permettront aux membres de l'opposition d'avoir une nouvelle perception du bénéfice des quotas. Car rappelons-le, l'erreur est humaine et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tout d'abord, les quotas seront un levier d'amélioration économique notable en France. J'en suis convaincu. Car la France ne ferait que suivre l'exemple européen déjà instauré. En effet, le Parlement européen soutient déjà l'instauration de quotas de femmes dans les entreprises de l'Union européenne. Au fil des ans, nous sommes devenus un modèle économique important. Des résultats ont été remarqués d'ailleurs. Actuellement, 60% des diplômés sont des femmes au niveau de l'enseignement supérieur. Pour ne citer qu'un exemple, nous nous rapprochons de l'objectif principal et primordial qui est de garantir aux femmes et aux hommes les mêmes chances d'accès aux postes de décision dans le monde des affaires. Toutefois, est-ce que cette parité est respectée aujourd'hui ? Eh bien non. Et je me tiens devant vous maintenant pour me faire l'avocat de la liberté et de l'égalité. Allez-y. Vous semblez un peu perturbé. Vous êtes sûr de vouloir vraiment la mise en place de ces quotas ? Excusez-moi, je suis perturbé, c'est par votre beauté, madame. Bien que la France ait apporté des solutions concrètes sur cette parité homme-femme, on constate encore de nombreuses inégalités. Par exemple, sur 100 entreprises créées en 2015, seulement 28 ont été créées par des femmes, selon Charlotte Bénard, n'est-ce pas, ministre des Familles, des Droits des Femmes et de l'Enfance. Des avancées ont été faites, certes, mais encore bien trop timides sur un marché de l'emploi en constante évolution. Les femmes gèrent aussi bien une entreprise qu'un homme. Et qui oserait dire le contraire ? 2 minutes, s'il vous plaît. Pour les réfractaires, qui ne seraient pas encore intimement convaincus du réel bénéfice des quotas, j'aimerais prendre un exemple concret très simple, qui est le contrat d'avenir. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat destiné aux jeunes défavorisés au niveau de leur formation ou de leur origine géographique. Je vous en prie, asseyez-vous, madame. À l'époque, de nombreuses personnes s'étaient présentées contre cette instauration, comme aujourd'hui d'ailleurs. Depuis 2012, en l'espace de 3 ans, cette instauration a permis de créer 150 000 emplois. Et on crée, à travers cette mesure, une facilité plus simple pour les jeunes défavorisés. Là aussi, me direz-vous, on peut parler de discrimination, mais discrimination positive. En effet, on va choisir une personne défavorisée plutôt qu'une personne lambda. Mais pour moi, il s'agit de discrimination positive. Allez-y. Vous êtes en train de dire que vous approuvez la discrimination ? Est-ce que vous m'avez écouté même ? Oui. Et concernant les quotas, c'est exactement pareil. Ils ne sont pas eux-mêmes discriminatoires, madame, mais corrigent plutôt une discrimination existante. Enfin, les leviers d'amélioration sont également bénéfiques pour les entreprises, j'en suis convaincu, et vous aussi. D'après une étude menée par MSCI, les sociétés dont les conseils d'administration sont plus féminisés affichent des résultats financiers supérieurs de 36% par rapport aux entreprises masculines. Et oui, messieurs, s'il vous plaît. Et oui, messieurs, nous serions moins productifs, il faut le savoir. Alors, pourquoi, me direz-vous ? Tout simplement car dans une gestion d'entreprise, la diversité, y compris de parité entre les hommes et les femmes, avait tendance à être plus innovante et prendre de meilleures décisions. Madame Martine Aubry avait déjà eu des réflexions sur une société... S'il vous plaît, sur une société plus équitable. Pour la citer, elle disait « Plutôt qu'une société du court terme, du tout de suite, il faut favoriser une société durable. Enfin, plutôt qu'une société individualiste, je défends une société du vivre ensemble. » arguait-elle.
de vivre ensemble. 6 ans après, nous y sommes encore, messieurs, dames. Vivre ensemble, vivre de façon égale face à l'emploi et face à nos réussites professionnelles. Et quelles ont été les améliorations en 6 ans? Combien de temps devra-t-on encore davantage à en agir concrètement? Je vous pose la question. Pour conclure, j'insisterai sur ce qui a déjà été dit auparavant. Nous le savons, les quotas ne sont pas un outil parfait et utopique, permettant de réduire à zéro l'inégalité en France. Mais il s'agira avant tout d'essayer de changer la perception que la société possède sur le rapport homme-femme. En somme, nous envisageons, à travers nos mesures, d'atteindre une parité homme-femme acceptable en l'espace de 10 ans. 50% de femmes au sein de la direction, car oui, nous y croyons. J'aimerais reprendre la réflexion de Madame Mlambo Nguka, et il m'excusera pour ma mauvaise prononciation. Directrice exécutive d'ONU Femmes, au rythme où évolue la situation, l'égalité homme-femme dans le monde politique ne sera pas atteinte avant encore 50 ans. Messieurs, dames, elle a cité ce discours l'année dernière. Alors la question que je me pose est la suivante. Pourquoi devrions-nous attendre passivement? Merci beaucoup de votre attention et votez cette loi. Je remercie monsieur le deuxième speaker du gouvernement et on appelle au deuxième speaker de l'opposition. Monsieur le chairman, monsieur le time picker, tout en beauté, madame Belle Girl, mes chers amis de l'opposition, mes amis du gouvernement qui est en erreur, mes amis du public, je vous souhaite une très bonne soirée. Mesdames, messieurs, à nouveau, nous faisons un constat bien réel de la situation. Depuis toujours, certaines professions sont sexuellement connotées. Les femmes doivent se destiner aux carrières de sage-femme, infirmière, institutrice, esthéticienne, coiffeuse, et les hommes seront forcément ingénieurs, pompiers, maçons, mécaniciens ou chefs d'entreprise. Mais ouvrons les yeux. Nous sommes au XXIe siècle. Il n'y a plus de métier plus homme que femme. Un homme a le droit d'être comptable ou père au foyer. Au même titre, une femme sera une formidable pilote de l'air. Soyons réalistes, imposer des quotas serait contre-productif. Cela ira à l'encontre des compétences et des envies de chacun. Chacun d'entre nous a le droit de choisir son métier, non pas à cause de son sexe, mais par passion, par conviction et par envie. Et surtout pas en rapport surtout avec ses compétences professionnelles. Aujourd'hui, l'État fait de nombreuses campagnes publicitaires contre les dangers de la route, contre le tabagisme et ses méfaits, contre l'alcool, mais aucune contre l'égalité des métiers et surtout aucune contre l'égalité des sexes. Non, merci. Alors avant d'imposer des quotas, pourquoi ne sensibilisons pas nos concitoyens? Nous proposons aujourd'hui une méthode douce plutôt que votre méthode radicale et contrainte légale. Arrêtons de cataloguer un garçon comme garçon manqué s'il exerce le métier de coiffeur ou infirmier. Oui ? Durant mon discours, j'ai parlé que le gouvernement voulait mettre en place une campagne télévisée. Or là, vous parlez d'une campagne télévisée simplement pour l'instant, c'est pas encore le cas. Oui, mais c'est notre engagement. D'accord. Et inversement, de dire à une femme qu'elle est garçon manqué si elle se dirige vers une carrière d'homme, vers une carrière dite masculine. Non, c'est bon, vous avez parlé. Nous sommes conscients que les postes au sein des conseils d'administration demandent un investissement très important et impliquent de nombreuses responsabilités. C'est pourquoi, une nouvelle fois, il faut changer les idées reçues concernant les femmes. Il est révolu le temps où celles-ci avaient seulement le rôle d'éducation des enfants, comme a pu vous l'expliquer Madame Pia, au travers de la notion de femme, de mère de famille. Elles ne pouvaient pas et n'avaient pas le droit de se consacrer à une réelle carrière. En effet, cela n'était pas possible. Les postes à responsabilité ne permettaient pas de concilier famille et travail. Je vous les ai dit que vous aviez parlé. Nous vous rappelons que ce temps est bel et bien révolu, mes amis. La société est en pleine mutation.
Les femmes revendiquent l'égalité et méritent ce droit. Le changement est en marche, ne vous le voyez pas? Ouvrez les yeux. Malheureusement, encore beaucoup de femmes ont la vision de mère de famille et ne se donnent pas les moyens d'accéder à ce type de poste. Il est de votre devoir... Oui. Vous pensez que ce sont les femmes qui ne se donnent pas les moyens? Oui. Il est de votre devoir et de notre devoir de leur dire que cela est possible. Nous devons montrer l'exemple et donner les outils aux femmes qui ont l'envie de réussir. Leur dire que pour elles, tout est possible et pour leur donner l'envie et leur susciter de nouvelles ambitions. Les hommes s'impliquent de plus en plus dans la vie des ménages. Les femmes consacrent de plus en plus de temps à leurs études et à leur carrière professionnelle pour pouvoir progresser. Cela est donc possible. Non, merci. Vos quotas demandent un nombre égal d'hommes et de femmes au sein d'une même entreprise, n'est-ce pas? Ne nous donnons pas. Nous devons revoir l'ensemble de la chaîne. Il faut commencer par l'éducation. Il n'y a déjà pas d'égalité au sein des filières scolaires. Comment voulez-vous avoir l'égalité dans les entreprises? 95% des sections agricoles sont des garçons. Les filières scientifiques sont majoritairement masculines. 80% des sections littéraires sont féminines. 92% des sections sociales sont féminines également. L'égalité n'existe dans aucune section. Encore une fois, il faut changer les mentalités. Instaurer des quotas serait une réelle absurdité. Formons nos femmes pour qu'elles méritent et choisissent leur poste, qu'elles soient légitimes dans leurs fonctions. Merci. Pour accéder à ces postes, chacun a dû prouver ses compétences, homme ou femme. Avec vos quotas, plus personne ne devra prouver quoi que ce soit. Le piston et l'affluence seront monnaie commune. Plus de crédibilité, plus de compétences, plus de professionnalisme, plus de véritables managers et de chefs d'entreprise. C'est vraiment ça que vous voulez? On vous pose la question. Je remercie Monsieur le Speaker pour son discours et on appelle au troisième speaker du gouvernement. Bonsoir Chairman, bonsoir Timekeeper, bonsoir Belle Girl qui est éblouissante ce soir. Bonsoir aux membres du gouvernement et aux membres de l'opposition. Bonsoir aux membres du jury. Bonsoir au public qui est présent ce soir et j'espère que vous passez une bonne soirée. Mesdames, Messieurs, je suis Estelle Lemoine, ministre de l'Éducation, comme vous l'a dit notre Premier ministre. Après avoir parlé des droits des femmes, de l'économie, parlons de la femme en elle-même qui est aujourd'hui encore discriminée malgré des années, des siècles de lutte. Les quotas doivent rester un outil pour améliorer cette situation de discrimination. Comme notre ministre de l'économie, Jimmy Rocca, a pu vous le démontrer, les quotas auront un impact positif sur l'économie française et sur l'image de la France sur la scène internationale. Maintenant, il faut voir les enjeux éducatifs de l'évolution des mœurs et l'instauration des quotas. D'abord, un constat. En 50 ans, le nombre de femmes faisant des études a considérablement augmenté. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses sur les bancs de l'école, et notamment en études supérieures. Selon plusieurs études, on constate une parité entre les hommes et les femmes dans les filières liées à la gestion de l'entreprise, telles que l'économie, le commerce, la gestion. Par exemple, dans les filières universitaires de sciences économiques et de gestion, on compte 52% de femmes, 55% dans les classes préparatoires de commerce et 49% en école de commerce. Excusez-moi. Non. Et nous osons... Non, merci. Et nous osons constater que ces talents ne sont pas exploités, c'est consternant. Eh bien oui, cette quasi-parité à l'école ne se poursuit pas sur le marché du travail. Oui. Vous avancez de nombreux chiffres où les femmes sont présentes en études supérieures. Pourquoi instaurer les quotas? Elles n'ont pas besoin de vous. La suite arrive. Et nous osons constater que ces quotas ne sont pas respectés sur le marché du travail par la suite. C'est consternant, ai-je dit. Eh bien oui. Dans un premier temps, les postes de cadre et de responsabilité ne leur sont pas fournis. Ensuite, au sein des comités de direction d'entreprise, en 2012, selon l'INSEE, les femmes représentaient 40,2% des cadres et des professions intermédiaires. Il y a donc déjà des limites dans ces fonctions.
En ce qui concerne les conseils d'administration des entreprises, le CAC 40 compte aujourd'hui 24% de femmes, soit moins d'un quart, ce qui n'est pas normal aujourd'hui. Chers Français, chères Françaises, est-ce cela la France? Est-ce cela que vous souhaitez pour vos filles, vos femmes, vos sœurs, vos mères? Cela m'étonnerait. Non. Un autre aspect de cette discrimination est ce que l'on appelle le plafond de verre. Le plafond de verre désigne les barrières qui excluent les femmes des niveaux hiérarchiques les plus élevés dans les organisations. Cette expression donne un nom aux inégalités entre les hommes et les femmes. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de gêner l'opposition, pourtant constituée de 2 femmes, enfin en apparence du moins. On parle du plafond de verre depuis les années 70. Cela fait donc pratiquement 50 ans que l'on reconnaît sans difficulté, sans aucun remords, sans aucune honte, qu'il y a de la discrimination envers les femmes, liée à leur rôle de mère de famille. Une femme est victime de ce plafond de verre jusqu'à ses 35 ans environ, une période liée sans tabou à la maternité. Avoir des enfants signifie que la femme doit rester à la maison et s'occuper de l'éducation. Sauf que les femmes ne veulent plus de ce cliché aujourd'hui. Et les entreprises ont besoin de l'organisation féminine. Comment justifier encore aujourd'hui que le rôle de l'éducation des enfants est réservé à la femme plutôt qu'à l'homme? Non, merci. À l'inverse, est-ce une discrimination de dire qu'un homme n'est pas capable de s'occuper de ses enfants? Prenons l'exemple de Mercedes Serra. Oui? Ne seriez-vous pas vexé d'être élu à votre poste grâce à vos quotas? Pas du tout. Mercedes Serra se bat pour le droit des femmes et pour l'instauration des quotas pour favoriser l'évolution. Mais elle est aussi présidente de la plus grande agence de publicité française, BETC Euro RSCG. Cette femme se revendique féministe et mène de front sa vie familiale. Non merci. En effet, elle a su allier travail et responsabilité en ayant 5 enfants. La situation a changé, comme notre ministre de la Famille et de l'Enfance et des Droits de la Femme a pu le souligner. Les femmes ont acquis de l'indépendance et ces évolutions continuent. L'accès à des postes clés de l'économie des entreprises représente la prochaine étape. Les capacités des femmes ne doivent plus être remises en cause. Pourquoi utiliser les quotas comme solution? Vous me direz qu'il faut, avant de regarder si le candidat est une femme ou un homme, ses compétences, que les femmes avec les quotas ne seront pas légitimes. Je vous répondrai que c'est faux. Aujourd'hui, les femmes sont victimes de discrimination et les quotas représentent une défense pour elles. Un outil qui permettra notamment une évolution des mœurs bien plus rapide. Les mentalités n'ont pas évolué proportionnellement aux compétences des femmes. Il faut que ça cesse. D'abord, les femmes doivent bénéficier d'offres d'emploi, de cadres ou de postes stratégiques plus rapidement, à la même vitesse qu'un homme. Ceci leur permettra d'accéder au conseil d'administration plus simplement, sans a priori, et à terme naturellement, pour que l'égalité soit enfin un droit et non plus un devoir. C'est pour toutes ces raisons que je vous demande de voter en faveur de cette loi. Je remercie Madame le Speaker pour son discours et on appelle au 3e speaker de l'opposition. Monsieur le Chairman, Monsieur le Time Picker, Madame la Belle Girl, toujours en beauté, mes amis de l'opposition, membres du gouvernement, votre présence m'interroge, chers membres du jury, chers amis du public, bonne soirée à tous. Comme l'ont évoqué mes collègues précédemment, nous sommes totalement d'accord avec vous. Les femmes sont sous-représentées dans les instances dirigeantes, mais également de façon générale, et il faut que ça change. Mais quel est l'intérêt d'imposer des quotas, si ce n'est pour renforcer les a priori? C'est une pistonnée, diront certains. Un tel était meilleur, mais ils l'ont prise car il fallait respecter les quotas, diront d'autres. Combattons ces a priori et changeons les mentalités de nos citoyens. Plutôt que d'imposer des quotas, commençons par changer les mentalités des patrons qui sont fébriles à l'idée d'embaucher des femmes sous prétexte qu'elles pourraient avoir un enfant. En effet, la procréation amène à être absente au sein d'une entreprise, et c'est ce qui effraie. Mais mesdames, messieurs, comprenez que les congés maternité pris par les femmes sont un élément essentiel à notre vie sur Terre. Sans cela, pas d'enfants et donc pas de renouvellement de notre population. Depuis 2013, les lois ont évolué à la suite de congés maternité, dont la durée peut varier en fonction de certains critères. Le père peut effectuer le congé parental à la place de la mère, pour que celle-ci puisse reprendre sa carrière. Mais cette possibilité est très peu connue du grand public. Malgré l'évolution des lois, les mentalités, elles, restent figées. On considère toujours qu'il est normal, voire naturel,
que ce soit ces messieurs qui ramènent l'argent pendant que madame garde les enfants. La parité homme-femme... Excusez-moi. Avez-vous vu le dernier Star Wars? Oui, il était très bien, vous pouvez vous rasseoir. Merci. La parité homme-femme aurait pu changer les choses, mais les hommes gagnent encore 19% de plus, d'après une étude parue en 2016, malgré une loi imposant l'égalité des salaires. 19% de plus. C'est donc la preuve que les lois ne sont pas respectées et ne font pas tout. Si les lois ne sont pas respectées, pourquoi vos quotas le seraient-ils? Dites-le moi. Si les deux parents veulent poursuivre leur carrière professionnelle, ils peuvent chercher une place en crèche. Mais là aussi, c'est très compliqué. En France, les départements les mieux équipés n'offrent que 37 places pour 100 enfants. Et on peut descendre jusqu'à seulement 6 places pour 100 enfants pour les départements les moins bien équipés. Rendez-vous compte, 6 places pour 100 enfants. Augmentons le nombre des places en crèche. Augmentons le nombre des places en crèche et les femmes qui le désirent ne seront plus obligées de mettre leur carrière de côté. Vous me direz, cher ami, qu'il n'y a pas de lien entre les quotas de femmes dans les instances dirigeantes et les places en crèche. C'est bien simple. Avant d'apposer à grands coups de loi des femmes dans les instances dirigeantes de nos entreprises ou de nos administrations, donnons à ces dernières les moyens nécessaires de s'imposer elles-mêmes pour qu'elles puissent dire « Si je suis là, c'est parce que je l'ai mérité et je l'ai choisi. » Allez-y. Excusez-moi. Quelles sont vos propositions, concrètement? Je vais venir. De manière générale, les mentalités doivent changer également chez les femmes. Regardez, à l'IFAG national par exemple, l'école à l'origine de l'entrepreneuriat de demain, 47% des étudiantes en première année sont des femmes. La preuve en est à l'IFAG Chartres. Sur 10 étudiants, 40% sont des femmes. C'est un fait. Les femmes n'auront pas besoin de vos quotas pour être présentes dans les études de management et acquérir par la suite des postes à responsabilité. Comme le disait Mathieu, tout passe par l'éducation et la formation. Oui. Et qu'en sera-t-il en deuxième année pour l'IFAG? Je fais confiance à leur qualité, je pense qu'elles passeront en deuxième année sans problème. Si on impose des quotas pour que les femmes puissent accéder à des métiers réservés aux hommes, pourquoi n'instaurerait-on pas des quotas d'hommes pour des professions où il n'y en a pas? Les mailloticiens, par exemple, ne représentent que 1 seul % du personnel de leur profession. Les mailloticiens sont des sages-femmes hommes, si vous ne le saviez pas. Sage-homme, ça ne passait pas. Pourquoi donc ne pas instaurer des quotas de mailloticiens? Mais bon, sommes-nous assez modernes pour cela? Instaurer des quotas, c'est admettre que la femme est inférieure à l'homme et que sans la loi et l'aide des hommes, la femme ne peut pas y arriver. Instaurer ce type de quotas, c'est trouver une solution partielle à un problème général. Et le problème, c'est l'évolution de mentalité qui ne se modifie pas à la même vitesse que notre société. Dites-moi. Vous insinuez que les femmes ont besoin des hommes pour exister, du coup? Non, j'insinue qu'avec vos quotas, vous pensez que les femmes ont besoin des hommes. Le changement de mentalité de notre société doit passer par la prise de conscience que certains a priori sont de réels freins pour les conditions salariales des femmes. Sans ces changements, les quotas n'y feront rien. Donc soyez intelligents, refusez ce projet. Je remercie Monsieur le Speaker et on appelle au whip du gouvernement. Salutations au chairman, au time speaker, à la belle girl, aussi élégante qu'éloquente. Salutations à l'équipe du gouvernement, aux membres de l'opposition. Salutations au public et au jury. J'ai bien entendu toutes vos réflexions, toutes vos remarques, tous vos questionnements, toutes vos critiques envers des propositions. Mais le fond, je ne pense pas que vous l'avez. Tout ce que vous nous avez dit, ça a été critiqué d'essayer de proposer quelque chose de nouveau, de changer les mentalités. Gandhi disait « Vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde ». Alors aujourd'hui, soyons acteurs du changement, de cette instauration avec les quotas hommes-femmes et non plus spectateurs comme nous l'avons fait jusque-là. L'égalité au sein d'un conseil d'administration devient un impératif économique, comme l'a pu rappeler subtilement notre ministre de l'économie. Il est primordial de tirer le meilleur parti du vivier des talents et de compétences dont la France dispose, sans distinction de sexe, rappelle la ministre de l'Éducation. Une femme ne peut se voir refuser un poste simplement parce qu'elle est femme, à proprement dit. Ça, on est tout à fait d'accord. Nous sommes convaincus qu'avec cette loi, c'est un moyen de faire évoluer les mœurs. Alors oui, changeons, évoluons, faisons bouger les mentalités pour la France et son peuple. Gandhi insufflait, asseyez-vous s'il vous plaît. Hommes et femmes, aucun d'eux ne peut vivre sans l'aide indispensable de l'autre.
L'instauration des quotas résulte d'une volonté d'égalité entre Français. Ce raisonnement est simple. Aucune femme n'obtiendra un emploi, laissez-moi finir s'il vous plaît, un emploi du seul fait de sa condition de femme. Mais dans le même temps, aucune femme ne se verra refuser un emploi simplement parce qu'elle est femme. Excusez-moi, vous pensez vraiment que le changement se fera par de la discrimination positive? C'est pas ce que j'ai dit. L'équité, mesdames, messieurs, le droit pour chacun de prétendre à une carrière sans distinction, sans que ses compétences soient remises en doute. Les valeurs de la France ne sont-elles pas là? Liberté, égalité, fraternité. Oui, ces valeurs de la France, proclamées en 1789, asseyez-vous s'il vous plaît, par la Constitution des droits de l'homme et des citoyens. Notre ministre de la Famille, du droit des femmes et de l'enfance expliquait avec élégance, soit dit en passant, d'en finir avec ce monde archaïque. Changeons nos mœurs vis-à-vis de la situation actuelle. La France ne peut être sans grandeur, De Gaulle disait. Voyez la grandeur de la France aujourd'hui, la discrimination. Est-ce cela, laissez-moi finir, qu'il nous reste des analyses du passé? Je vous écoute. Arrêtez de citer, s'il vous plaît, et agissez. C'est une question, madame. C'était une information. Cette loi engendre une évolution majeure en positionnant la France comme un pays moteur de l'égalité homme-femme au sein des entreprises. Être précurseur, ne voyez-vous pas là un moyen de différenciation sur un marché, asseyez-vous s'il vous plaît, sur un marché économique hyper concurrentiel? Madame, messieurs le jury, le quota au sein des entreprises est un moyen plus juste d'arriver à l'égalité. La France se doit de changer. Les esprits français doivent évoluer. Notre loi n'est pas seulement une réforme passagère, mais une volonté de changement des mœurs sur du long terme. Le long terme, pour vous, se résume à 10 ans, selon vos ministres? Si vous avez bien écouté, notre réforme est sur 20 ans. 10 ans d'instauration des quotas, 10 ans avec une politique incitative. L'intérêt, justement, me direz-vous, il est pour la France et pour vous, Françaises, Français. Au point de vue économique, par exemple, comme l'a pu prouver le ministre de l'économie, une femme dirige aussi bien une entreprise qu'un homme. La France forme des femmes capables d'avoir des responsabilités. Ces talents ne se résument pas à sa vie familiale. Dans les grandes écoles, plus de 50% des femmes sortent avec un diplôme prouvant leur qualification pour accéder au poste des conseils d'administration. Je vous écoute, monsieur. Votre cravate est magnifique. D'où vient-elle, s'il vous plaît? J'ai pas entendu. Votre cravate est magnifique. D'où vient-elle, s'il vous plaît? C'est pas la question. C'est pas la question. Justement, ce débat est un changement pour la France. Une nouvelle page de l'histoire. Ne voulez-vous pas être à l'origine de ces évolutions? Ne voulez pas être, de ces évolutions, car vous le savez, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Je finirai mon discours par une citation d'Henri Thoreau. Les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. Mesdames, messieurs le jury, c'est à vous qu'en revient la décision. Mais n'oublions pas, liberté, égalité, fraternité. Votez pour l'évolution, votez pour les quotas. Je remercie Monsieur le Speaker à l'appel au whip de l'opposition pour conclure ce débat. Bonjour à tous. Je salue notre charmant chairman, charmant time picker, charmante belle girl à qui j'envie sa chevelure magnifique. Je salue également les membres de l'opposition, mes charmants collaborateurs. Je salue le gouvernement. Je remercie l'éminent jury d'être présent ce soir, ainsi que le public, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Mes chers amis, entre arguments convenus et arguments fallacieux de la part de notre gouvernement, il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. Comme ont pu vous l'expliquer précédemment mes collaborateurs, nous avons bien conscience que les femmes sont sous-estimées et peu écoutées au sein de notre société. Mais nous vous le répétons, nous sommes contre les idées reçues, contre les a priori et bien sûr contre vos quotas. Ce que nous sommes venus vous proposer aujourd'hui, face à vous, c'est de retrouver le respect. De retrouver le respect des valeurs républicaines.
le respect de l'éducation et le respect des femmes. Vos quotas vont à l'encontre de toute forme de respect. En élisant nos femmes au sein des conseils d'administration grâce à vos quotas, vous réduisez à néant leur chance de se faire respecter et écouter, de se faire entendre au sein de nos sociétés. Je vous pose la question une dernière fois. Apprécieriez-vous d'être élu simplement pour votre sexe et non pour vos compétences? Ma réponse est non. Je ne veux pas de discrimination, quand bien même celle-ci serait prétendument positive. Je veux de l'éducation. Oui. À quel moment voyez-vous qu'on invoque une discrimination? Nous sommes contre la discrimination. Pourquoi dire qu'on va à l'encontre des valeurs républicaines alors que ce n'est pas le cas? C'est vous qui le dites. Je veux de l'éducation pour nos enfants, de l'éducation pour nos étudiants. Je veux que les femmes puissent accéder à une carrière professionnelle comme elles le souhaitent, sans aucune appréhension, sans aucune peur des qu'en dira-t-on. Laissez-nous choisir notre parcours, nos études, notre métier, notre carrière. Laissez-nous choisir notre avenir. Nous le répétons, instaurer des quotas sera une absurdité totale. Formons nos femmes pour qu'elles méritent et choisissent leur poste. Qu'elles soient légitimes dans leurs fonctions. N'avez-vous pas confiance en nous, en nos capacités? Pensez-vous vraiment que nous ne sommes pas capables d'atteindre des postes de conseil d'administration et de chef d'entreprise sans vos quotas? Puisque vous avez besoin de preuves et que vous nous y obligez, nous allons vous le prouver. Mais quand même, au XXIe siècle, je trouve ça déplorable de devoir encore prouver la position de la femme face à l'homme. Les femmes n'ont pas besoin de vous. Elles n'ont pas besoin de vos lois et encore moins besoin de vos quotas pour atteindre les postes de dirigeantes d'entreprise. Merci. Je suis aujourd'hui ici pour vous dire que je veux être et que je suis une femme de pouvoir, que je suis écoutée, ou du moins que j'essaye de l'être, que je suis respectée. À ce propos. Non, merci. Crédible et compétente au sein d'une entreprise performante et juste. Un peu de respect, s'il vous plaît. Je ne veux simplement pas être un chiffre dans une société qui souhaite se donner bonne figure et bonne conscience. Vous pouvez vous rasseoir. Je ne veux pas être la suppléante d'un homme trop arrogant, je vous dis, pour apprécier mes qualités professionnelles. Et surtout, je ne veux pas être un simple quota pour un gouvernement qui a peur de faire changer les mentalités et les idées reçues. Ou peut-être, laissez-moi vous poser la question, que notre gouvernement ne sait simplement pas comment s'y prendre. À vous de nous le dire. À vous de nous le dire. Avez-vous des propositions, des suggestions, pertinentes cette fois? La question restera en suspens. Je conclurai, s'il vous plaît, si vous le permettez, je conclurai avec une dernière question. À ce jour, pouvez-vous me dire qui dirige la Chambre de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir? Eh bien, je vais vous le dire, c'est une femme. C'est Madame Edricourt-Rigaud. Et elle n'a pas eu besoin de vos quotas. Merci beaucoup. Je remercie les deux équipes pour ce débat qui a été à la fois drôle, je pense que le premier rang l'a plutôt apprécié. Et d'ailleurs, j'invite les membres du jury maintenant à se concerter et à élire à la fois l'équipe qui a gagné le débat et un best speaker parmi les membres de l'équipe ayant eu la mésaventure de ne pas avoir gagné le débat. Bon, il n'y a pas d'unanimité, mais on a quand même décidé. La présidente... En plus, a une voix prépondérante. Mais 4-2 pour vous dire. Et déjà, vous féliciter parce qu'effectivement, il y a discussion. Et on a choisi d'adopter la loi du gouvernement.
Mais on a longuement hésité et il y avait de la pugnacité en face, la grande pugnacité, best speaker, effectivement, la grande pugnacité finale, à l'unanimité du jury.